C'est bon. Eh bien, bonjour à tous. Donc, ce midi, on a décidé avec la core team de faire un tour d'horizon des projets chez Lixi. Voilà, le but, c'est que je vous ai demandé la semaine dernière de faire une petite slide par projet et qu'on tourne pour expliquer un petit peu le projet, donc ce qu'on fait un peu au niveau fonctionnel et surtout au niveau technique. Voilà, comme il y a pas mal de nouveaux projets, de choses qui changent, hein, c'est un peu le moment de parler un petit peu de ce qu'on fait au quotidien et que comme ça, chacun ait une vision de qui fait quoi, hein, et que si potentiellement on se dit, ah bah tiens, on a la même problématique sur notre projet que ce qu'ils ont l'air de faire, et bien du coup, on peut aller les voir. Donc, je vais commencer par m'y coller. Donc, moi et Johan, on travaille en ce moment sur IMP, donc pour Ariane Next, enfin maintenant ID Now, puisque la fusion est définitive. Fonctionnellement, comment ça fonctionne? C'est en fait un portail de saisie pour les pièces d'identité, donc saisie manuelle. Donc historiquement, chez Ryan Next, l'intégralité de la vérification des pièces d'identité se faisait de manière automatique avec du machine learning, etc. Et une partie de ce qui n'était pas traité par l'IA, en fait, était gérée manuellement via une société externe. Donc Ariane Next a décidé il y a à peu près 3 ans de réinternaliser cette chose-là. Et donc du coup, ils ont construit, enfin du coup on a construit pour eux, un portail pour que des opérateurs puissent faire cette vérification manuelle. Donc grosso modo, comment ça se passe, hein, il y a plusieurs étapes. Il y a une pièce d'identité qui arrive, l'opérateur va commencer déjà par la découper dans la photo qui a été prise par l'utilisateur. Après, il va vérifier que c'est le bon type de pièce d'identité. Donc, il y a une sorte de base de connaissances qui permet de choisir. Après, il va venir saisir l'intégralité des informations qui sont sur la pièce d'identité. Et puis après, il y aura des contrôles de sécurité. Donc, voilà, ça, c'était le fonctionnel à l'origine. Ça a un petit peu après été étendu à des vidéos, à d'autres types de documents. Mais grosso modo, c'est le principe. Donc, au niveau technique, qu'est-ce qu'on a mis en place? Et ben, côté front, c'est du React. Ça, c'était un choix d'Ariane Next qui avait déjà du React en interne. Material UI pour toute la partie graphique, CSS, composants, etc. Et on a mis en place Formic Noé a mis en place Formic pour la partie gestion des formulaires. Voilà, donc le front est assez classique. On a du React Script pour le build. Johan a commencé à regarder si on pouvait pas migrer ça sur du Vite. Voilà, on a encore des petits soucis au niveau du rebuild, mais ça commençait à builder, donc à voir si on arrive à s'en sortir là-dessus. Côté back, on est sur une stack assez classique en Spring, donc du Spring Boot, du Spring Data, HBA, des WebSockets. Niveau langage, c'est du Kotlin, donc ça a été cool, on a pu mettre ça en place dès le début. Ils étaient partants chez Ariane Next pour partir là-dessus. Je crois qu'on est à peu près les seuls à continuer à faire du Kotlin chez Ariane Next, mais il y a d'autres projets, ouais, quand même. D'accord. Ok. Ouais, c'est pas la majorité, quoi. Mais en tout cas, c'est cool, ouais. Et puis, la subtilité aussi, c'est que notre back est déployé en fait en multi-instance, active-active. Donc, ça nous ramène tout un lot de problématiques assez sympas à gérer, de synchronisation, de lock en base, comment échange d'informations entre deux instances. Donc, typiquement, là, récemment, on a mis en place un cache partagé Infinispan, donc qui permet de pousser. En gros, on a une map dans une des instances et quand on met à jour cette map, elle est automatiquement répliquée sur l'autre instance. Donc voilà, donc c'est en cours de déploiement. Côté Ops, ils sont un peu en galère pour le faire marcher, mais en tout cas en local, nous, ça marche bien. Voilà. Et puis autre petite subtilité, pour ceux qui avaient peut-être un peu suivi le projet au début aussi, à un moment, on avait un moteur de workflow qui s'appelait JBPM. Donc ça, on a réussi à le dégager parce que ça nous posait pas mal de problèmes, notamment au niveau du multi-instance ou autre. Donc on a refait un truc à notre sauce et ça fonctionne bien. Voilà pour IMP. Et je vais laisser la parole à Tristan. Yes. Donc, alors, vous m'entendez bien, ça? Ouais. Ok, donc moi, je travaille également pour ID Now, mais sur un autre projet qui s'appelle le Wallet
Donc l'idée du wallet, elle est relativement simple, hein. C'est que aujourd'hui, vous utilisez pour la plupart, j'imagine, Apple Pay, Google Pay, là où vous avez un wallet dans lequel vous êtes capable de mettre vos documents pour payer. Et l'idée, ce qui va arriver bientôt, c'est de dire que dans ce wallet, on va aussi mettre des documents d'identité. Le but, ce sera être capable de présenter facilement vos documents d'identité dans un contexte soit sur Internet, soit même en fait maintenant aux États-Unis, déjà quand il y a un contrôle d'identité, les gens peuvent présenter leur portable pour montrer leur permis de conduire. Donc c'est un sujet qui est important parce que, en tout cas qui est à la mode parce que l'Europe impose, je crois que c'est dans 2 ans, à tous les États membres d'avoir une solution de wallet électronique. Donc ça, c'est pour la partie réglementaire. Et également parce que Apple et Google sont en train d'arriver à fond sur le sujet. Voilà. Donc évidemment, pour ID Now, c'est un problème, puisque le métier d'ID Now, comme l'a dit Alex, c'est de vérifier les pièces d'identité sur Internet, à partir de photos de pièces d'identité. Donc le jour où il y a des wallets, où il y avait, où directement vous avez votre pièce d'identité dans le wallet, et ben, il y a nettement moins de besoin de vérifier des pièces d'identité. Donc c'est ultra stratégique pour ID Now. Il faut absolument qu'ils aient un wallet. Donc là, d'un point de vue placement, c'est assez intéressant, puisqu'on est coincé entre Apple et Google qui vont certainement prendre le marché pour tous les domaines qui sont non réglementés. Donc non réglementés, c'est ceux qui ne sont pas soumis à des réglementations particulières, type je sais pas, ouverture d'un compte au PMU. Vous n'avez pas le droit de faire. Enfin, vous devez prouver que vous avez fait un enrôlement de vos utilisateurs d'une certaine manière pour qu'ils aient le droit de jouer à des jeux en ligne. Donc c'est ça que j'appelle un contexte réglementé. Donc Apple et Google vont certainement prendre le marché pour tout ce qui n'est pas réglementé. Il y aura sûrement aussi le wallet étatique pour tout ce qui est ultra réglementé, on va dire. Et là où on ne sait pas trop, c'est s'il y a une place entre les deux. Et bon, il faut dire aussi qu'on fait assez confiance à l'État pour ne pas réussir à faire marcher une solution de ce type-là à court terme. Donc on pense qu'il y a une petite fenêtre pour faire un wallet ID Now. Voilà. Donc un des aspects qui est très intéressant, c'est ça, c'est que déjà on fait une solution à destination du grand public, donc avec des contraintes d'ergonomie et du X et compagnie. Il y a aussi du coup, un gros contexte réglementaire, et notamment tout ce qui est lié à IDAS 2, donc je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est toute la réglementation autour aujourd'hui de la signature électronique, donc qui est étendue pour ces documents d'identité-là. Voilà. Donc ça, c'est les aspects cool du projet. Les aspects moins cool, c'est comme a dit Alex, Arianex a été fusionné avec ID Now. Donc voilà, j'ai mis la petite photo avec le drapeau entre la France et l'Allemagne. Donc moi, je suis clairement au milieu. On est tiraillé entre les vues de la France et les vues de l'Allemagne. Donc bon, c'est en train de se tasser un peu, mais le début était très compliqué. Un autre point compliqué, c'est qu'il y a une équipe d'Accenture de 15 personnes qui a démarré le projet. Et donc là, on est en train de récupérer, en tout cas, moi je suis dessus depuis le début, mais en tout cas maintenant on est en train de faire monter en compétence une équipe ID Now pour remplacer progressivement l'équipe Accenture. Donc là, pareil, il y a des problèmes de transfert de compétences et tout qui sont assez durs à gérer. Donc tout ça, ça fait que le contexte du projet n'est pas très simple. Par contre, le sujet est passionnant. Et d'un point de vue technique, donc qu'est-ce qu'on a? On a des applications mobiles. Donc comme je dit, le but c'est de mettre des pièces d'identité dans des applis mobiles. C'est du code du dev natif, donc Android, iOS. Et côté back, on a tout un ensemble de microservices. Enfin, il y a une quinzaine de microservices. C'est écrit soit en Kotlin pour ceux que j'ai fait moi, soit en Java pour les autres. Et ceux que j'ai pas fait moi, ça utilise à fond du Spring Webflux. Il y a aussi on utilise des technos qui sont des protocoles en fait qui ont été spécifiés depuis quelques années là, dans le domaine de l'identité décentralisée, tout ce qui est VC, VP, DITCOM, Waki. Je ne sais pas si Mathieu, tu veux assumer ta blague du Waki Manga, c'est le moment. Mais voilà, donc si ça vous intéresse, l'identité décentralisée, vous pouvez regarder ces protocoles-là, c'est très intéressant. Et un autre point qui est très intéressant, c'est qu'on met les mains un peu dans HSM. Donc, je ne sais pas si tout le monde connaît ce que c'est un HSM, c'est pour Hardware Security Module. Donc c'est une sorte de grosse carte à puce que vous branchez dans une baie et puis vous y accédez par le réseau. Donc évidemment, c'est assez compliqué à manager. Et du point de vue déploiement, c'est tout dans Kubernetes avec Ansible. Voilà, pour moi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas.
Ouais. Sur la partie déploiement, justement, comme par rapport c'est vous qui gérez cette partie-là. Attends, hop. On va refaire la question. Ouais, je peux répéter la question si tu veux. Ouais. Il y a Violette qui demandait au niveau déploiement sur EMP si c'est nous qui gérions ou pas. Pour l'instant, non, pas du tout. Nous, on s'occupe de faire le dev, on fait un package et après on pousse ça à l'équipe Ops. On est en train de récupérer une petite partie du déploiement sur une partie de l'automatisation pour justement soulager un peu la partie Ops. Voilà, mais de toute façon, on s'arrêtera au mieux à la qualif. Après, c'est eux qui gèrent tout le reste du déploiement, quoi. Et tu parlais justement alors du React, qui était plutôt une techno qui était demandée en gros par Ariane Next, maintenant Agina. Kotlin, c'est vous qui avez plutôt proposé. Comment ça se passe justement au niveau du choix des... Alors, si vous voulez faire évoluer, je sais pas, des langages ou des nouveaux outils, c'est vous qui avez la main un petit peu pour proposer ça par rapport à la configuration du projet. Il y a une validation côté Agina. Comment ça se passe? Ouais, alors du coup, la question, c'était est-ce que au niveau des choix techniques... De quoi? Le micro, c'est bon. C'est parlé. On peut proposer et il y a une validation côté IDINA, en gros. C'est ce qui s'est passé sur Kotlin en l'occurrence. On leur a proposé, on leur a dit ça vous dérange de faire en Kotlin, ils nous ont répondu non, donc on est parti là-dessus. Voilà. Donc, mais ils valident quand même, on peut pas faire ce qu'on veut. Voilà. Ouais, mais on peut proposer, en tout cas ils sont ouverts et si ça colle, si c'est pas déconnant, ils sont partants notamment à Finispan. On leur a demandé, nous, on aimerait bien mettre un cache partagé. Est-ce que vous avez déjà des choses chez vous, etc. Ils nous ont dit, nous, on a déjà du Finispan, donc partez là-dessus. Ok. Voilà. Merci. Et merci, Tristan. Hop. Et je vais passer la parole à Michel. Bonjour à tous. J'ai laissé cette slide-là. C'était pour un peu démontrer toutes les personnes qui avaient participé. Alors, il y a eu un peu de Tristan, un peu de Mathieu. Bon, voilà. Non, sérieusement, on va passer sur quelque chose d'un petit peu plus sérieux. Voilà. Donc, EasyList, c'est un projet qui est historique chez Lixi. Historiquement, il développe une solution de mobilité bancaire pour les professionnels et les particuliers. Donc, qu'est-ce que la mobilité bancaire? Finalement, c'est en tant que particulier, quand on veut changer de banque, en fait, EasyList va faciliter finalement le contact des différents préleveurs comme EDF, Orange, Free, etc. pour transférer vos coordonnées bancaires finalement d'une banque A vers une banque B. Et en fait, tout ce processus, il est rendu automatisé. Il y a tout un workflow qui est proposé par EasyList. Et en fait, il y a ce qu'on appelle derrière des normes, un comité de normalisation qui s'appelle CFOMB, qui en fait a mis en place des flux normalisés pour justement prévenir les différentes banques, préleveurs ou ceux qui font des virements, pour qu'ils soient finalement avertis avertis de manière automatique. Donc derrière, en fait, il y a des échanges de flux XML avec différents protocoles de transfert, que ce soit du FTP, SFTP, mais aussi des requêtes en mode API. Et voilà. Donc historiquement, en fait, Lixi avait la maintenance du socle legacy. Et finalement, fin d'année, en fait, toute l'équipe de dev chez EasyList étant en partie ou en partance, Lixi a récupéré l'intégralité de la maintenance et du projet de refonte de la nouvelle plateforme. Alors, c'est pour ça que vous allez voir, on a deux stacks techniques et je viendrai là-dessus. En termes d'équipe, historiquement, donc c'est par ordre d'arrivée. On a Pablo Le Collinet, ici présent, qui est depuis plus d'1 an maintenant sur le projet. Donc, il assurait la maintenance de la solution Legacy. Et en fait, il a accueilli les personnes qui suivent, donc Antoine, moi-même, Adrien, Mathieu, qui est notre pilote, et puis dernièrement arrivé, Charles. Voilà. Donc, les différents objectifs de ce projet, finalement, on a repris l'intégralité on est l'équipe en fait de développement d'EasyList.
Donc, on a le MCO, forcément, il y a un produit en production qui fonctionne auprès de avec différentes banques. Et donc, il faut être là en support aux équipes métiers pour pouvoir intervenir si jamais il y a des problèmes en production. On a aussi un projet de refonte legacy, et là, c'est un projet sur le plus long terme. C'est-à-dire qu'ils ont une stack technique existante et ils sont partis sur une nouvelle stack. Et en fait, ils ont pris le parti de faire ça progressivement. C'est-à-dire qu'au niveau fonctionnel, les deux stacks sont en production et sont interconnectés. Et toutes les données qui sont en production, en fait, transitent et sont synchronisées. Voilà. En termes d'activité de l'équipe, on a du build, avec du développement, de l'architecture, etc. Mais on a également du run, puisque en fait, leur équipe s'occupait de la partie Ops. Donc, on a du déploiement, de la supervision et bien entendu, tout ce qui est support aux équipes métiers. Sachant qu'on intervient quand même un peu en aval. Ils ont déjà des équipes à l'aval, justement, qui font des supports. Voilà. En termes de stack technique, donc au niveau historique, on avait au niveau front de l'Apache Wicket, qui est assez vieux, je crois que c'est 2013-2014. Grosso modo, vous codez en Java et ça vous génère du front. Voilà, si je peux résumer. Un socle technique avec trois grosses briques, trois grosses briques monolithiques en Java 1.7 avec du Camel et du Spring, pas du Spring Boot, du Spring. Et puis aussi la petite particularité, c'est que c'est du 1.7. Tout ça communique avec de l'ActiveMQ et les données sont stockées alors dans du SQL Server et du Solaire pour l'indexation pour les IHM. Voilà. Et bien sûr, en termes de déploiement, en fait, on déploie sur du Tomcat, donc pas ou peu de conteneurs. Dans la constellation du legacy, il y en a un petit peu, mais voilà, c'est pas le standard. Voilà. Et sinon, la nouvelle plateforme qui a pris vie, mais qui est, on va dire, complète à 50% peut-être. Il y a les principales briques qui sont en place, mais il y en a d'autres. Et puis, il y a plein de pans fonctionnels qui manquent aujourd'hui. Donc, on a un front en Vue.js. Donc là, on a terminé. On n'est plus en Apache Wicket, mais on est sur un standard de développement en termes de front. En termes de back, on est sur du Spring Boot, Java 17 avec une archi hexagonale. Et la petite particularité, c'est que l'intégralité de tout ce qui a été développé au niveau back, et ils sont partis sur du réactif, donc Webflux, et donc des monos et des flux, des monos et des flux partout dans le code. Donc voilà, ça a mis un petit palier en termes de montée en compétence sur toute cette plateforme. Au niveau architecture, GrowSmile, l'ensemble de ces microservices en fait communiquent via un bus de données Kafka. Donc on peut dire que c'est de l'event-driven architecture. Il y a du MongoDB pour stocker des données de référentiel, mais aussi pour stocker du cache. Et les données sont stockées, bien sûr, toujours sur Microsoft SQL Server. En termes de déploiement, on n'est pas sur du Kubernetes. On fait des microservices, mais avec du Docker, du Consul et du HAProxy. Et au niveau supervision, on a une stack ELK qui nous aide bien. Voilà, c'est à peu près tout. Est-ce que vous avez des questions? Petit à petit, on n'est pas forcément d'accord. Tu ne peux pas virer du jour au lendemain Webflux. Donc, bon, voilà. Justement, on prend des décisions, on se réunit au sein de l'équipe et on débat sur comment virer ça proprement. Alors, donc il n'y a plus d'équipe de dev côté EasyList. Alors, il y a un CTO qui est arrivé récemment. Alors, bon, il n'aime pas les microservices. Voilà. Donc, il va falloir qu'on lui... Néanmoins, il ne veut pas tout révolutionner du jour au lendemain, etc. Donc, voilà, on va prendre le temps de lui expliquer un peu comment fonctionne l'architecture actuelle et pourquoi ça a été développé. Alors, sachant que nous, on est restant dans le projet, on n'a pas toutes les données historiques. Alors, heureusement, l'ancien CTO avait fait plein de vidéos de passation de connaissances, ce qui nous permet de recapitaliser des connaissances. Il n'y avait pas de documentation.
Zéro documentation. Donc, on est en train de tout reconstruire au niveau Confluence, la doc technique d'Isis. Comment alors, non plus. Une couverture de test, on est ouais, 20-30%. Voilà, en moyenne, hein, en moyenne. Il y en a certains qui sont plus couverts que d'autres, mais voilà. Il aime quoi le nouveau CTO? Il aime pas les moyennes complètes. Bah voilà, il aime Camel. Il aime Camel. Voilà. Et puis on prend la même stack. Ouais, voilà, on va lui prendre du legacy. Non, mais c'est vrai qu'il y a certains aspects qui sont faciles à faire en Camel. Et ça, on ne peut pas le contre-argumenter. Mais néanmoins, quand on est parti sur ce type de paradigme, et d'ailleurs, à noter, il n'aime pas Kafka. Il n'aime pas du tout. Il a eu une mauvaise expérience de Kafka. Donc, du coup il ne l'administre pas, d'ailleurs. Il le dit lui-même. Hein. Ça tourne en prod, mais il n'y a personne qui regarde. Donc, voilà. Voilà. Ouais, non, mais bon, voilà. Il y a Safeo quand même qui est l'hébergeur infra, qui a des compétences Ops, qui regarde quand même de temps en temps la taille des disques, les choses comme ça, qui remonte des alertes au CTO et qui derrière nous fait intervenir. Pablo, des choses à ajouter? Non, c'est bon. Bon. D'autres questions? Bon, bah, qui veut prendre la suite? Merci Zélie. Ouais. GLD. Je n'accroche pas. S'il y avait des questions, il y a le micro, n'oubliez pas, pour que les gens à distance entendent bien et que le record aussi soit bon. Ah, vous levez la main, je vous donne le micro. Du coup, moi, je vous présente GLD. On est 3 devs dessus. Moi, Charles et Jean-François. Moi, à plein temps, et puis Charles et Jean-François un peu moins. Qu'est-ce qu'on fait pour le groupe GLD? C'est un ESB, donc Enterprise Service Bus, un truc comme ça. En gros, gérer les données à travers toutes les différentes interfaces externes que l'entreprise a avec d'autres services. Pour gérer les salariés, les commandes, les recettes, vraiment tout, quoi. Comment ça se traduit sur... Ah oui, GLD, pardon, c'est le groupe Le Duf, donc Brioche Dorée, Delarte, qu'est-ce qu'ils ont ouais, ils ont... Voilà, c'est de la bouffe, quoi. Comment ça se... Oh, ça résonne. Comment ça se traduit 4... c'est pas moi. Ah, c'est Antoine qui est là-bas. 80% de ce qu'on fait, c'est implémenter des jobs qui sont exécutés par un ordonnanceur qui est implémenté par GLD. En gros, quasiment que des crons. Et ces jobs, la plupart ils prennent des données en entrée, soit depuis fichiers CSV qui sont sur des serveurs SFTP, Samba, ou alors un API externe, ou tout type de source de données, une base de données aussi, mais pas beaucoup. Et ça les transforme et ça les renvoie en fichiers CSV, en API, en autre chose. Il n'y a pas de référentiel de données à proprement parler. Il y a 25 référentiels de données qui parlent tous de beaucoup de mêmes données, mais jamais dans le même format. Voilà. Techniquement, on est sur une stack Kotlin Boot. Alors dans Spring Boot, il n'y a pas grand-chose. Hein. Il y a MVC et puis c'est tout, quoi. Il n'y a pas de Spring Data, il n'y a pas de Weekflow. Les jobs, c'est des routes Camel, parce que Camel, il sait très bien gérer la consommation de fichiers et le dépôt de fichiers, ce qui est la plupart des jobs qu'on fait. Qu'est-ce que je dis encore? Il n'y a pas de front, c'est que des services back. En termes de déploiement, c'est tout automatisé et géré par nous sur du Ansible. Et on fait les déploiements à la demande de GLD
quand ils veulent, quoi. Nous, on a une particularité aussi côté dev, c'est qu'on bosse sur un Git trunk base. Donc, tout le monde commit sur la branche main et c'est celle-là qui part en prod. Pas de branche. On a introduit une nouvelle chose récemment, c'est les branches de hotfix quand même, parce qu'avant, il n'y avait pas. Il fallait que la branche main soit tout le temps prête à partir en prod. Là, on s'est autorisé à avoir des hotfix. Voilà, je crois que j'ai dit ce que j'avais envie de dire. Des questions? On dit le def, c'est ça? On dit le def, ouais, comme dans les Simpsons. Ouais. Ah oui, Les croquettes. Les chiens. Croquettes. Bonjour. Bonjour à tous. Salut. Moi, je vais vous parler de GMVET du coup. Donc GMVET, déjà, qu'est-ce que c'est? C'est un ERP vétérinaire, donc dans lequel les vétérinaires vont être capables de faire leur journée de travail complète, donc de la consultation médicale, de la comptabilité, de la prise de rendez-vous, toute leur journée. On voit que je suis bien au courant de toute leur journée. Et en parallèle de ça, donc c'est une première grosse application, en parallèle de ça, ils ont une application mobile qui permet de faire de la prise de rendez-vous pour les animaux, un Doctolib du chien. Ah oui, j'ai changé, c'était un petit oubli. Le Doctolib du chien, quoi, pour faire simple. Et en gros, ils ont lié du coup leurs différents systèmes, c'est-à-dire que les vétérinaires qui sont déjà sur GMVET peuvent du coup directement inscrire leur créneau sur pile poil, du coup, ça s'appelle. Et du coup, tout est lié en fait. C'est un Inception du vétérinaire. Et ils font aussi du coup tout ce qui est transport de croquettes. C'est leur activité principale à la base, donc de produits vétérinaires. Et ils sont devenus leaders du marché depuis quelques temps, et ce qui fait qu'ils ont des grosses contraintes en production liées à ça. Ils ne s'attendaient pas du tout à être leaders du marché. Leur stack technique n'était pas du tout faite pour supporter ça. Et du coup, ça, évidemment, ça crache un peu, quoi. En parlant stack technique, on va commencer par le front. Je pense que je vais faire plaisir à plein de gens là. C'est un front en backbone. Voilà, donc à l'époque, ça date de 2014, je crois, ce projet-là. Donc c'était Angular ou Backbone. Je pense qu'ils ont pris le mauvais choix, mais bon, pourquoi pas. Et le problème, c'est qu'en fait, les gens qui ont fait le projet Backbone à l'époque ne savaient pas faire de Backbone. Et du coup, sur le principe, Backbone en soi, bon, c'est un choix comme un autre. Mais ça a été très, très mal fait. Et du coup, c'est un cauchemar un petit peu à leur front-end. Et vu qu'ils n'arrivaient pas à faire ce qu'ils voulaient en Backbone, ce qu'ils ne savaient pas en faire, et ils ont rajouté jQuery dans Backbone. Voilà, comme ça, il y a des bons gros mélanges des deux. Avec jQuery UI, enfin, on est bien, quoi. On se régale, en sachant qu'ils ont customisé jQuery UI parce qu'il y avait des bugs dedans et tout. Enfin, un vrai plaisir. Et à côté de ça, du coup, donc l'application pile poil, elle, est sous Angular. Donc, elle vient d'être migrée en Angular 17, là. C'est ça, hein, 17? Les fronteux. Dernière version, quoi. Je crois que c'est 17. Et du coup, c'est une appli avec Capacitor aussi. Du coup, ils font des applis mobiles avec ça. Donc, c'est une... voilà pour le front. Je ne vais pas rentrer plus dans le détail puisque moi-même, j'évite d'y mettre le nez. Et côté back, du coup, on va commencer par le bon côté. C'est un gros legacy du coup qui est en train d'être refondu. Il y a déjà eu certains services qui ont été faits il y a quelques années déjà et qui viennent tous d'être migrés en Java 17 Spring 2.7. C'est déjà une belle victoire. Et donc c'est un peu la cible à terme. Bon, ça va rester du Java, mais là l'objectif ce serait de migrer les microservices en Spring 3. Et pour les nouveaux développements, ce sera pareil, avec potentiellement, il y a une envie de partir sur de l'archi hexagonale. Je ne sais pas qui leur a donné l'idée, mais... Et en parallèle de ça, donc le legacy, lui, n'est pas en Spring. À l'époque, c'est pareil, ils ont eu le choix entre Spring et Play. Voilà. Ils ont fait le bon choix, certainement. Ils sont partis sur Play. Et c'est des vieilles versions. Hein. Là, on vient de passer en version 1.7, qui doit dater de 2015 ou 2016. Et avant, on était en 1.4. Donc, qui était proche.
bonne vieille version, et en sachant que, évidemment, vu que c'est des vieilles versions, ça ne permet pas de faire tout ce qu'ils veulent, notamment au niveau sécu. Donc, ils ont fait leur propre framework Play avec des customs dedans. Donc, on se régale. C'est un énorme projet. Du coup, il y a quand même beaucoup d'enjeux très sympas, malgré les technos qui sont très vieillissantes. C'est des enjeux de refonte assez costauds parce que c'est quand même une appli qui a une très grosse prod. Hein. La majorité des vétérinaires en France utilisent cette appli-là. Donc, typiquement, un incident de prod à 14h, c'est le feu. Il y a un support téléphonique qui nous défonce. Donc, on ne peut pas se permettre de faire une mise en prod qui rate sans pouvoir rollback. Il faut tout prévoir. Tous les devs doivent être prévus à l'avance. Il y a beaucoup d'incidents de prod. Moi, du coup, j'ai fait plein d'incidents de prod quand je suis arrivé parce que tu ne te rends pas compte forcément des incidents que tu peux créer avec ton code. Mais c'est hyper formateur. Et qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Oui, il y a beaucoup de contraintes de perf aussi. Donc, c'est vraiment un projet sympa. C'est pas forcément le projet rêvé où tu pars from scratch et tu as des belles technos et tout. Mais par contre, tu as des vraies problématiques qui font bien monter en compétences. De la perf, du suivi de prod, du monitoring. Voilà. Il y a les chantiers de modernisation là, qui vont se mettre en place. C'est notamment du Keycloak avec mon cher Tristan. Voilà, qui a commencé à faire de l'accompagnement avec GMBet. Et du coup, c'est un assez gros chantier, parce que du coup, faut savoir qu'il y a 2 environnements de production sur GMBet, sinon ce serait pas marrant. Il y a 2 prods, donc voilà, il y a les mêmes clients, des clients différents sont pas forcément sur le même environnement de prod. Selon le prix que tu payes, tu es sur un environnement où tu as les fonctionnalités en early access avec potentiellement des bugs, quoi. Et la prod qui paye plus cher, t'attends 2 semaines pour avoir corrigé les bugs sur la prod. Donc évidemment des bonnes pratiques. Hein. Donc il y a des chantiers notamment de merger ces 2 environnements de prod. Donc c'est des gros enjeux parce que c'est de la base de données MariaDB auto-incrémente avec des identifiants qui vont rentrer en conflit et tout. Donc vraiment des gros enjeux très sympas. Et je pense que j'ai donné envie à tout le monde. Mais en vrai, c'est vraiment pas si pire que ça. Mais non, mais en vrai, je comprends, ça fait pas forcément un beau tableau, mais en termes d'expérience, t'apprends plein de trucs, quoi. Et c'est des vrais enjeux de migration, c'est pas je vais monter ma version de Spring, quoi. C'est je merge 2 environnements de prod, faut pas qu'il y ait d'incidents de prod et faut pas qu'il y ait d'interruption de service, quoi. Donc c'est quand même assez sympa. Tout est kubernétisé, dockerisé, même le Play, l'appli Legacy, tout est. Bon, voilà, c'est plutôt sympa. Et j'ai sûrement oublié plein de trucs parce que le projet est gros, mais je vais pas parler pendant 3 heures non plus. Je sais pas si vous avez des questions. Oui. Adrien. J'ai payé un sur un truc. Non, t'as pas. Est-ce que c'est toi qui gères le Kubernetes ou bien tu as une équipe DevOps qui t'assiste Alors, ils passent par un prestataire pour toute leur gestion du cluster et tout ça. Mais c'est toi qui déploies quand même. C'est nous qui gérons les charts Helm, etc. Okay. Donc, la partie déploiement, oui. Après, tout ce qui est monitoring dans le cluster, c'est plutôt un prestat. Okay. C'est hébergé sur du cloud, ce truc-là? C'est sur Azure. Azure. Azure DevOps, Azure Pipeline découverte, quoi. Ouais. Tu dis qu'ils ont commencé à refondre, du coup, toi avec, mais le bac, tu penses, vous en êtes à peu près à combien de pourcents? Plutôt 5% Moi, j'ai pas fait de modernisation depuis que je suis arrivé. C'est une grosse boîte avec beaucoup d'employés, les process sont lents. Il faut que ce soit validé 40 fois, il faut qu'il y ait les budgets qui soient débloqués. Ouais. Ils ont beaucoup de prestataires, parce que du coup, c'est une mission prestat, c'est pas du forfait. Donc, ils ont beaucoup de prestataires en dev, donc ça leur coûte archi cher. Donc, tout ce qu'ils doivent faire doit être validé. Donc, c'est assez lent. Et vu la taille des chantiers, ils foncent pas tête baissée, quoi. Mmh. Donc là, il va y avoir le début des chantiers qui vont arriver. Après, en termes de pourcentage, fonctionnellement, il y a rien là qui a été migré quasiment. Ouais, ok. C'est pour ceux qui sont passés par Seitra, en termes de fonctionnel, c'est à peu près l'équivalent de Seitra, quoi. Donc, c'est des migrations qui se font pas en un an, quoi. Ah oui, ça va prendre peut-être 5-10 ans. Mais la démarche est bonne, en tout cas. Donc, voilà. Je sais pas s'il y a d'autres questions.
Je vais passer la main du coup à Foncia. Je sais pas qui parle, chez Foncia. Eh bien, c'est Pablo qui s'y colle. Alors nous, c'est Foncia, on est pas mal, des plus grosses équipes de l'IXI, quand même. Et donc Foncia, ils sont en France et il y a Emeria qui est au niveau européen et du coup c'est la maison mère un peu de Foncia. Et ce qui fait qu'on a des bouts chez Foncia, des bouts chez Emeria, ce qui n'est pas très très pratique des fois. Donc en gros, qu'est-ce que ça fait? Globalement, c'est si quelqu'un veut postuler pour un logement, candidater pour un logement, il va sur foncia.fr et au lieu d'avoir le contact de l'agence et de l'appeler, il peut candidater en ligne. Donc il y a deux types, il y a des agences 100% en ligne qui n'ont carrément pas de cabinet et d'autres qui ont quand même un cabinet, mais ils vont passer par notre outil bientôt. Parce que du coup, on a quelques agences en pilote là. Et dans pas longtemps, on passe en national. Et donc, candidater, c'est-à-dire rentrer ses informations de locataire, ses documents justificatifs, donc pièce d'identité, de revenus et tout ça. Ensuite, on peut renseigner aussi des garants, les pièces d'identité des garants. Et une fois tout ça fait, on l'envoie. Et on a après un back-office. Donc là, c'est les agences qui vont travailler dessus pour aller récupérer les candidatures, voir si elles sont qualifiées ou non, les accepter ou non. Et ensuite, une fois que tout ça c'est fait, là par contre, ça reprend le contact normal par email ou téléphone, quoi. Donc voilà, ça c'est notre partie. Donc le front client, il est intégré directement sur foncia.fr et c'est du Angular pour un peu s'intégrer à ce qui était fait avant. Et niveau back-office, c'est côté Emeria du coup, et c'est sur un outil qui s'appelle Millennium et qui va à terme normalement regrouper pas mal de notre bout de code du coup qui va s'intégrer, on l'espère, avec le reste qui gère beaucoup plus que juste les candidatures. Voilà. Et du coup, le back-office, c'est du React. Et on a une API qui est commune aux deux, qui est en Nest.js. Donc, comme vous pouvez le voir, en full stack JS. Et voilà. Côté déploiement et tout, c'est un peu la galère, mais c'est géré principalement par la DSI, donc Foncia et Emeria. Il y en a une qui est plus pratique que l'autre. Et ouais, on a quand même pas mal de soucis de déploiement, les pipelines qui cassent et qui n'étaient pas automatiques jusqu'à il y a très peu de temps. Donc, mais c'est en train de s'arranger petit à petit. Peut-être qu'avant la fin du projet, on pourra avoir une pipeline qui ne pose pas de soucis. Voilà. Je sais pas s'il y a des gens de Foncia de connectés ou il y en a ici. Si vous voulez rajouter des trucs ou si les autres vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous êtes versé avec Millennium ou pas? Ouais. Est-ce que vous êtes versé avec les Millennium alors pour l'instant, pas vraiment. En gros, on développe sur leur monorepo, donc notre partie. Mais on a eu un genre d'audit récemment pour voir si c'était possible après d'intégrer du coup notre partie dans tout dans ce qui est l'existant, quoi. Donc ça a été un peu la surprise, mais en même temps, moi je suis là depuis que récemment, mais donc l'équipe a bien quand même respecté. On utilise en fait leurs composants niveau UI et tout, donc il n'y a pas trop de soucis pour s'intégrer avec eux après là-dessus. Petite remarque quand même pour contextuel, là, c'est Emeria, Millennium, l'outil Millennium, c'est le concurrent direct de Ceitra, enfin de l'outil de Ceitra. Même si Ceitra fait partie du groupe Foncia. Ouais. Un peu le petit truc, quoi. C'est sympa. Ouais. Concurrent de Powimo. Et vous êtes sur un projet au forfait, avec des engagements de ce cadre résultat. Là, c'est pas un projet en assistance technique comme. Oui, c'est ça. Ouais, on est au forfait. On était en
On faisait des sprints jusqu'à il y a 2 mois et maintenant on fonctionne au Kanban. C'est quoi le mieux pour Wimo Alors, tu me poses la question à moi, en stack full stack JS, et Je parle en termes de produits, pas en termes de stack. en termes de produits. Bah après, c'est pas la même chose. Là, c'est vraiment la gestion des candidatures. J'ai jamais touché à l'outil Millennium en termes de concurrent de Ceitra, quoi. Millennium, il gère tout ce qui est cycle de vie locataire, en fait. Donc, tu vas avoir toute la suite. Ouais. Et pour le coup, je pense que c'est pas mal fait, hein. Ils sont une grosse équipe, une centaine de développeurs à Paris. Ils sont plutôt calés, hein. C'est quand même des gens qui sont bons. Ouais, c'est vraiment du gros dev quand même, hein. Donc ils sont quand même bons. Et petite info, si vous postulez sur Rennes, normalement, vous allez avoir notre système parce qu'on a ouvert à la métropole de Rennes pour l'instant. Et on a géré environ 2000 candidatures. Il y a la moitié, enfin un quart plutôt, qui a été envoyé chez Foncia. Donc 12 Voilà, acceptés. voilà. Très peu accepté. Ok. On enchaîne. Allez. West France. Alors, moi, je veux parler de West France. C'est le premier quotidien de France en tirage, bien sûr. Tout le monde le sait, incroyable. West France, donc c'est la Champy et je suis en assistance technique en prestation, quoi. Je suis 2 jours par semaine sur place. Voilà, donc le vendredi et le mardi, pour info. Et donc, grosso modo, ma mission, donc j'ai commencé en mai dernier. Et j'ai 2 gros chantiers qui m'ont occupé. Là, donc ça, c'est une vue, en gros, de mon projet. C'est que moi, dans West France, donc il y a plein d'équipes, tu vois, c'est très siloté. Moi, je fais partie de l'équipe contenu qui, en gros, va gérer. Donc là, vous voyez sur le chemin, il y a BDC, ça c'est-à-dire banque de contenu. En gros, c'est le truc hyper stratégique de West France, c'est toute la donnée. Donc, il y a des référentiels d'articles, etc. C'est d'ailleurs hébergé dans les murs de West France, c'est très, très politique. Et nous, on se branche à ça pour rentrer dans ce qu'on appelle un pipeline éditorial. Donc, on se branche à des topics Kafka. Donc, alors là, c'est l'exemple du foot. Mais grosso modo, suite à ça, en fait, on passe de notre pipeline et ça insère ça dans l'ES. Et après, l'ES, c'est la source de données qui va être exposée sur le site westfrance.fr. Je synthétise un peu le truc. Donc, c'est des technos. Donc voilà, c'est des technos pure back. Il n'y a pas de front sur ce côté-là. C'est du Kotlin et Webflux qui a été migré en coroutine. Enfin, tout le nouveau code est que de la coroutine. On ne fait plus du tout de Webflux. Donc ça, c'est globalement. Et le premier gros chantier que j'ai fait, c'est en gros, aujourd'hui, le pipeline éditorial gérait que les articles, en gros, les vidéos, les contenus éditoriaux sur West France. Et là, ils ont voulu faire de la donnée de sport pour le référencement. Hein. Le premier client de westfrance.fr, c'est pas vous, c'est le référencement de le SEO. Et l'idée, c'est que donc ils ont un prestataire qui s'appelle Stade Perform qui donne plein d'infos de sport. Et en fait, nous, donc ça va dans la banque de contenu. Nous, on se branche là-dessus et on va insérer toutes les données de match, de classement, de tout ça. Et on a fait en gros plein d'écrans sur le site de westfrance.fr pour que westfrance.fr, maintenant, on a les matchs, les résultats des matchs, les classements, tout ça. Donc ça gère que le foot pour l'instant, parce qu'ils n'ont plus d'argent pour faire la suite. Mais voilà, c'était le gros chantier, mon premier grand chantier. Et là, actuellement, donc ça, c'est en prod depuis, je ne sais plus quand, je l'avais dit assez, je pense, sur Slack. Pour la Coupe du Monde, exactement. C'était en prod pour la Coupe du Monde. Large, on était large. C'était le lundi, je crois, pour le vendredi, comme ça. Et donc maintenant, je suis par contre sur un autre projet. En gros, alors si vous ne le savez pas, West France et 20 minutes fait partie du même groupe, qui est le groupe SIPA. C'est donc 20 minutes, à peu près la moitié, je crois, est détenue par SIPA. Et dans le cadre de la collaboration entre les entités du groupe SIPA, ils se sont rendus compte qu'il y avait un outil super, entre guillemets, que 20 minutes avait fait en interne pour écrire des lives. Alors les lives, c'est quoi? C'est tout ce qui est article qui se met à jour avec des dates là-dedans, donc direct, mort de la reine d'Angleterre, etc. Et on voit tous les articles, enfin tous les posts à l'intérieur qui se mettent au fur et à mesure. Aujourd'hui, encore aujourd'hui d'ailleurs, l'outil de live, il n'est pas très bien, les journalistes ne sont pas contents. Et donc quand ils ont vu l'outil de 20 minutes, fait trop bien, on va le récupérer chez nous, en plus politiquement c'est génial, on va faire du co-développement, tout va marcher. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que 20 minutes, donc ça à Paris, ils ne travaillent pas du tout comme West France. West France, c'est quand même bien à l'ancienne, tout ça, il y a des hébergements chez eux. 20 minutes, ils ont refait entièrement toute leur stack pour passer en full AWS serverless, full stack Node
enfin full stack JavaScript, avec du Node, du GraphQL et tout, pour attirer les gens aussi, parce qu'ils ont du mal à recruter, ils ont du mal à garder leur personne. Et donc, on arrive, enfin, Greg a dit que je savais faire, en gros. Et donc, j'arrive, je dis, OK. Et donc, en fait, j'intègre cet outil-là pour West France. Donc, le front, c'est du React. Donc, voilà, je dois désactiver des choses que les journalistes n'ont pas besoin, réactiver des choses. Voilà, faire plein de petites évols comme ça sur cet outil-là. Et côté back aussi, donc back, c'est du Node.js Express, GraphQL pour toutes les API. Et c'est full AWS de partout, vraiment maqué jusqu'au bout. Donc, avec du SQS, donc ça, c'est le système de queue. Donc, il n'y a pas de Rabbit, c'est du SQS. DynamoDB pour la base de données, c'est que du serverless partout, l'API en serverless, tout en serverless le plus possible. Et donc voilà, ça c'est une mission que je suis en train de faire, d'intégrer ça pour rompre le contrat qu'ils ont avec un prestataire qui fournit l'outil de live actuel, qui leur coûte 15 000 balles par an, ce qui est que dalle en fait. Et du coup, ils dépensent beaucoup plus pour ça chez eux. Mais bon, et ça met des paillettes dans les yeux des chefs, parce que co-développement et puis journalistes, ils voient un article, ils ont plein de demandes super. Voilà, est-ce que vous avez des questions? Et c'est OK de ne pas l'héberger sur. Alors, c'est très compliqué, justement. Alors, le gros chantier que je vais faire prochainement, parce que là, typiquement, c'est du Google Connect Only. Donc, ça ne va pas du tout pour West France. Ils ont un AD, enfin, un classique, quoi. Et donc, prochain chantier, ça va être essayer de brancher Keycloak. Mais que le Keycloak qu'on met marche aussi pour 20 minutes, si possible. Donc, c'est que des choses comme ça. Le co-développement est très, très compliqué, sachant qu'après, moi, en fait, je fais partie de l'équipe contenu pipeline éditorial très back. En théorie, on n'est pas du tout censé gérer les outils éditorial de West France, en fait. Donc, en fait, je le fais juste parce que je suis censé connaître les technos et savoir faire rapidement le truc. Mais après, déjà, ça va sortir de ce... En fait, la suite, peut-être qu'ils vont héberger ça autre part, je ne sais pas. Mais aujourd'hui, toutes les confs, tout ça, tout a été rasformé pour du AWS. Enfin, ils n'avaient pas le temps de faire ça, quoi. Ils ne vont pas utiliser le même Non, il y a une instance pour West France. Parce qu'en théorie, il avait prévu multimarque de base. Ça, c'est la théorie. En pratique, il y a 3/4 de trucs en dur et il n'y a pas de doc. Donc, ça a été un peu douloureux. S'il y a d'autres questions, on va passer à la suite. Est-ce que c'est Rabbit? Quoi? Rabbit, il y a rien écrit en Rabbit. Est-ce que c'est des queues? Ouais, c'est Simple Queue Service. C'est des queues en mode SaaS, en gros. Voilà. Mais ça ne fonctionne pas comme Rabbit. C'est plus près de JMS, proche de JMS que de Rabbit. Accenture nul. Pourquoi c'est écrit nul? Est-ce que tu peux quitter la presse et la relancer? Genre le mode diapo et le relancer? Hein? Échappe. Tu fais quoi? Allez, je vous la souris. Là. Tac, tac. Ah, ok, Wow, j'ai la ref. Ok, bah, je vous laisse mate Antoine. Bah, voilà. Allez-y. À moins que je passe à quelqu'un sur place, mais je crois pas. Peut-être ça mieux. Du coup, Accenture double. Ah ouais, c'est bon ou pas? Ok. Du coup, je prends un des deux, enfin des 3 projets d'Accenture qu'on a à l'IXI. Les 3 sont tous greffés sur la même énorme plateforme qui s'appelle ATR, qui contient aussi d'autres projets sur lesquels on n'est pas pour l'instant, en tout cas. Le WFM avec Fabien Salomé, c'est un outil de création de workflow, d'automatisation de tâches, donc de tâches style ServiceNow ou autre. Enfin, je pense que l'équipe d'après saura peut-être mieux vous en parler au cas où. Mais l'idée, c'est que les utilisateurs puissent, en prenant en compte, alors à l'époque c'était principalement pour ça, mais en prenant en compte un ticket justement qui est créé, d'automatiser le traitement de ce ticket via diverses actions. Ça peut être, si la demande c'est de créer un serveur EC2, ça va être de faire ça. Si jamais c'est d'envoyer un nouveau mot de passe, ce sera ça. Les besoins peuvent être assez extensifs parce qu'on peut aussi permettre d'utiliser des scripts Python dans l'application. Oui, on exécute des scripts Python, donc on n'a pas le contrôle sur ce qu'ils font. Et ils peuvent faire n'importe quoi. Mais du coup, c'est pas notre problème. Donc maintenant, on essaie aussi de sortir du fonctionnement juste ticket. Maintenant, on essaie aussi de s'intégrer par exemple avec Chatbot, projet aussi chez nous avec Philippe, où du coup les utilisateurs peuvent carrément créer des workflows et y répondre via un chatbot pour les exécuter.
Voilà à peu près pour l'explication du fonctionnel. Bon, sans rentrer dans les détails, c'est assez touffu, assez compliqué. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Sur la partie technique, le front est en React 17 avec TypeScript. On utilise pas mal Material UI aussi pour les librairies. Et notre outil principal, on va dire le Canvas pour gérer les workflows, est fait avec React-Flow, pour ceux qui connaissent. À l'époque, pour ceux qui se rappellent, j'avais un projet qui utilisait des Canvas aussi, mais je faisais ça en Cytoscape. Et ben, sachez que Cytoscape s'est éclaté par rapport à React-Flow. Avec React-Flow, c'est vachement mieux. Backend, c'est pas du tout du Kotlin. Oh, les trolls. C'est du Java 17 avec du Spring. C'est pas du Kotlin, désolé pour les faux espoirs. Et c'est pas prêt de bouger parce qu'on a essayé, on a un nouveau projet qui se lance. Donc c'est nous qui allons le réaliser, mais après à terme, ce sera un projet commun à toutes les équipes d'ATR. On a essayé de passer sur soit du Kotlin, soit du Node.js pour le back. On dit non, ce sera Java, donc ce sera Java. Et le front reste React, sauf que sur ce nouveau projet-là, on intègre du Next.js. Voilà, c'est à peu près tout, je pense. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et sinon... Ah bon, pas de question. Trop clair. Oui, bonjour. Alors, ça va être sur la même stack que ce que vient de présenter Marc-Antoine, donc ça va être plutôt rapide. En fait, la stack complète d'Accenture, on a plein de microservices. Nous, à la base, on utilise du coup TM, qui est un microservice qui permet de gérer, comme l'a dit Marc-Antoine, des tickets. Donc, ça permet aux clients, typiquement, de faire des agrégats de tickets. Il a une partie de ses tickets sur Jira, il a une partie de ses tickets sur ServiceNow, qui est l'outil qui est mentionné ici, qui est un outil de ticketing. Ça peut même être par mail, je crois. Enfin bref, il a plein de sources possibles de tickets pour des utilisateurs qui ont un problème hardware, qui ont oublié leur mot de passe, etc. Et du coup, ils vont tous être récupérés dans Ticket Management. Donc, ce qui, pour certains clients, est extrêmement critique parce que c'est vraiment leur source de tickets et ils vont devoir les gérer ensuite pour tout solutionner. Donc ça, c'est la stack principale. On a aussi, sous notre responsabilité, avant, il y avait une grosse équipe en Australie, principalement, mais l'année dernière, il y a eu énormément de départs pour des raisons internes. Donc, on s'est récupéré de facto un microservice de gestion d'utilisateurs et d'authentification, une autre de gestion de documents, encore une autre où j'ai pas encore mis le nez dedans, mais où on doit faire une migration complète du front. Enfin bref, on a notre stack qui s'agrandit. Mais globalement, en termes de stack technique, on va être plutôt sur du React, sur à peu près tout, je crois, en Material UI. On est en train de migrer justement donc d'une version de Material UI 2, 1.4 et 2, il y avait un mix, vers les dernières. Et on utilisait du Redux aussi, côté front, qui, pour notre besoin, était vraiment overkill. Donc c'était compliqué pour pas grand-chose. Donc là, on va passer sur React. On est en train de passer sur React Query. La migration côté TM est presque terminée. Voilà à peu près pour le front. Et côté back, on est en Spring Boot. Vu que tout est en microservice, c'est plutôt bien. Tout est dockerisé aussi. On a du Kubernetes côté DevOps pour tout gérer. On a du Mongo, de l'Elastic. Probablement plein d'autres outils que j'oublie. Mais voilà à peu près. Et je ne sais pas si j'ai grand-chose d'autre à rajouter. On a à peu près fait le tour. Ouais, voilà. Si vous avez des questions. Un suivant. Alors, moi, je vais vous parler de Seitra. Donc, comme Foncia, on gère des biens immobiliers. Donc, je suis avec Thomas et moi-même pour... je suis avec Thomas.
Grosso modo, la moitié de la boîte a bossé sur ce projet, hein, à peu près. Parce que depuis le début de la boîte, depuis l'IXI, tout début, il y a ce projet hein, qui traîne, où on a développé plusieurs modules donc, pour Seitra. Donc, comme c'est marqué, c'est le leader du marché de la gestion immobilière. Donc, mais eux, ils gèrent de tout, hein, ce qui va de la panne de l'ampoule dans un bâtiment, à la prise de mandat par le syndic, aux frais de gestion, donc comment facturer les différents copropriétaires dans une copro, gérer un bien pour un propriétaire, si ils peuvent prendre des biens en gérance, donc ils gèrent juste un bien dans un immeuble, donc ils gèrent tout de A à Z. Donc c'est un outil destiné aux syndics, hein, au cabinet. Et qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Et donc, les clients, ça gère aussi même les assemblées générales. Donc, lors des assemblées pour les votes et tout ça, l'appli est capable de gérer ça. Enfin, l'appli s'appelle Poimo. Hein. Je ne vais peut-être pas préciser. Au niveau du coup stack, une présentation sur la stack. C'est une migration, donc il y a déjà un outil qui existe qui s'appelle Twin, qu'on doit gérer. Hein. Enfin, on a toujours des interactions. Une partie du métier est toujours faite dans Twin, donc il faut pouvoir toujours gérer les deux. Mais la migration, nous, ce qu'on a fait, c'est de soit un front Angular qui est une SPA, donc tous les modules front sont dans le même code, dans le même projet, ce qui pose beaucoup de problèmes en temps de build, par exemple, qui fait que ce projet passe dans la pipeline, c'est assez long. Côté back, pour partie d'IXI, on est en Java. Côté client, ils sont plutôt en C#. Mais ça pose pas de souci, hein, plus que ça. Donc Spring Boot, on est en Java 11, je crois. Il y a peut-être des projets en 17, ouais. Il y a des mouvements un peu là-dessus. Donc on utilise Rabbit et ES et Postgre. Donc ES, c'est pour gérer. Ah oui, on a une architecture hyper découpée en microservices. Hein. Il y en a plus de 100. Enfin, je ne sais même pas combien il y en a, mais il y en a une palanquée, trop à notre goût, mais voilà, il y a une palanquée de microservices. Et donc, on utilise des ES pour justement tout ce qui est search de données, pour afficher à l'écran, parce que comme les microservices sont tellement découpés qu'un microservice n'est pas capable d'afficher un écran de façon correcte. Donc, il faut dénormer les données pour, par exemple, pour afficher une copropriété, pour avoir les copropriétaires, c'est au moins 3 ou 4 microservices à appeler à côté. Donc, quand on veut faire des données du search, donc on est obligé de dénormaliser les données. C'est pas marqué là, mais on est en déploiement K8S hein, pour l'essentiel des microservices. C'est en cours de migration malgré tout. Hein, il y a encore des microservices, dont le front qui est déployé un peu à la main, enfin on va dire à la main avec un job Jenkins, mais là ils vont de plus en plus vers du K8S. C'est un beau projet. Hein. Je vous invite à passer dessus. C'est formateur de tout ce qu'il ne faut pas faire en microservice. Hein, je dirais surtout le découpage. Enfin, c'est vraiment trop découpé. C'est un des points. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est les sagas. Enfin, grosso modo, c'est faire de la transaction sur les microservices, donc d'avoir de l'orchestration. Si tu fais une action, du coup, comme chaque enregistrement, par exemple, on peut appeler 15 ou 20 microservices pour faire une seule action utilisateur front. Hein. Donc, s'il y a un problème sur un des microservices, il faut pouvoir rollbacker tout pour remettre à l'état initial et dire au gars, ça n'a pas marché. T'es pas au courant. Je sais pas plus que ça à dire. Je sais pas s'il y a des questions pour les gens qui n'ont pas fait de Seitra, parce que pour les gens qui ont fait du Seitra, je pense qu'ils... Ouais, c'est vrai, il y a de moins en moins de gens qui ont fait des Seitra, mais pas fait de Seitra. Ouais. Peut-être préciser le changement récent. Vous étiez sur l'engagement de résultats pendant longtemps.
longtemps, on peut passer sur. C'est ça. Oui. On est en AT depuis 1 ou 2 mois et jusqu'au mois, fin du mois, pour leur permettre de mettre un petit coup de tournevis sur tous les sujets pour que ça parte en prod. Parce qu'ils font pas trop du. Enfin, ils veulent être agiles, mais au final, c'est un bon gros cycle en V. Et Ouais, du c'est coup, ça. là, pour que ça parte vraiment en prod, on est passé en mode AT pour arrêter les discussions sur c'est dans notre périmètre, c'est pas dans notre périmètre, c'était à vous de le faire, vous l'avez pas bien dit, ah ben non, c'est vous qui l'avez pas fait comme on l'avait dit. Donc, au moins là, ça avance. C'est ça, ouais. On se pose plus la question, ils nous donnent les trucs à faire et on les fait, on se pose pas la question de le faire ou pas. Vu que vous êtes en AT maintenant, c'est quand que vous allez à Grenoble? Bah non, il y a déjà Philippe qui est à Bain-de-Bretagne, je vois pas pourquoi on irait à Grenoble. C'est le PO. Ah, ça n'a pas été bloqué. Je crois que je crois que je clôture. Ouais. Ah non, il y a le gendre. Oh oui. Le carrousel. Du coup, bonjour à tous. Donc, pour ceux qui ne savent pas, avec Stéphane, on travaille sur le gendre. Donc, le gendre, c'est une entreprise rennaise de construction et qui, depuis toujours, est restée dans les mains de la famille. Donc, c'est notre deuxième projet, Lixis, c'est son deuxième projet avec le gendre. Donc, le premier, Stéphane était tout seul donc, sur SIHA. Et donc, maintenant, on travaille tous les deux sur un nouveau projet. Donc, Stéphane a commencé en février à mettre tout en place, donc la CI, le back et le front. Et moi, je l'ai rejoint en mars. Donc, l'outil qu'on développe, on peut voir ça un peu comme une checklist donc, qui répertorie les tâches des conducteurs ou des assistants de travaux. Donc, il y a différents types de tâches. Et donc, par exemple, on va avoir accès, quand on clique sur une tâche, au document qui est lié à la tâche. On peut aussi avoir accès aux liens, mais on a aussi des intégrations directement logicielles. Donc, on a certains logiciels qui vont être intégrés où on aura déjà la donnée du conducteur de travaux qui est connecté. Et donc, toutes ces tâches, elles peuvent être mises en favoris. Donc, déjà, elles sont triées par catégorie. Donc, elles sont accessibles via la roue que Stéphane a développée en full CSS. Donc, bravo. C'est une sacrée tâche. Et donc, parmi les tâches, il y a également des tâches qui sont mensuelles. Et donc, tous les mois, le conducteur de travaux retrouvera ces mêmes tâches. Et normalement, ça évolue, mais les tâches, elles passent en vert, en rouge, en fonction de si elles ont été effectuées ou en fonction de la date. Donc, voilà concernant l'outil. Niveau stack technique, côté back-end, on est en SJS. Donc, il faut savoir que c'est une première pour le gendre puisqu'ils sont entièrement en Talend actuellement. Donc, c'est Stéphane qui leur avait suggéré d'utiliser Nest pour avoir des meilleures performances. Et autrement, côté front, on est en Angular et on a une base de données en PostgreSQL. Voilà. Je ne sais pas si Stéphane, tu veux rajouter des choses. Oui, sur le tapis de course. Et voilà. Non, ça va pas tarder. Là, je fais des manger. Non, c'est très bien. Et si je ne l'ai pas dit, on est en AT aussi. Voilà. Est-ce que Stéphane, tu pourrais faire du responsive sur ta roue, s'il te plaît? Ouais, c'est prévu, t'inquiète. C'est prévu. C'est utilisé sur des ordi, ça, ou sur des tablettes? Ce sera ordi et tablette. Ouais. Cette fois, vous pouvez manger, je crois. Merci. Super. Merci tout le monde, c'était le dernier slide. Bravo. Merci tout le monde. Ciao. Ça durait 30 minutes comme prévu, donc on va pouvoir arrêter. Normalement,